N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Bonjour à Tichiel, Lemané, Avlé, à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. Le club de la presse est bien heureux de vous retrouver ce lundi matin. Nous sommes le 26 novembre 2018 et nous sommes heureux, Canal FM et ses médias partenaires, de vous entretenir au jour le jour sur tous les chapitres de l'actualité sociopolitique ici au Togo, tel que nous l'animons au club de la presse. Eh bien, nous saluons particulièrement ceux qui nous écoutent depuis Boufalé au sol, dans la préfecture de la Bina, n'est-ce pas, Uriel Enyang? Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour à toute la population de la région de la Kara, en particulier celle de la Bina, bonjour à tous les Togolais aussi. Tout comme nous saluons tous ceux qui nous écoutent dans la préfecture de Assoli, chef-lieu Bafilo, et plus particulièrement le village qui a donné naissance à notre ami Alero Chakala. Et quel est ce village qui vous a vu naître? Je suis né à Nikonakwe. Vous avez déjoué. Non, mais vos parents sont de... Enfin, vous êtes de... Absolument, je suis de Tchonwaro. Tchonwaro, le canton de Tchonwaro. C'est le noyau même de Bafilo. Donc, je salue tous mes parents qui sont à Lomé, qui m'écoutent, et je salue tous les confrères ici présents dans le studio. Et un coucou particulier à tous ceux-là qui sont branchés tous les lundis pour nous apporter leurs remarques et nous dire tout le bien qu'ils pensent de cette émission. Merci, tout comme nous saluons ceux qui nous écoutent à la famille, notamment Tomega, qui nous écoute depuis Badoubé, qui a donné naissance à la famille Tomega, dont Michel, qui nous conduit à la technique. Comme également nous saluons ceux qui nous écoutent à Lokwegbe, même si l'huilerie de Lokwegbe est fermée, le village d'Alokwegbe dans la préfecture de Vaud est toujours là, qui nous écoute à Lokwegbe, qui nous donne Serge Akoucha, qui met l'émission en ligne. Nos parents de Haute et d'Adangbe savent déjà que nous les saluons. Pour dire que vous savez, ceux qui nous conduisent à la technique et ceux qui sont avec nous au studio, nous venons juste d'enregistrer le forfait de Harim Yao Chanyao, le directeur du journal Nouvelle Opinion, président du CONAP. Nous aurions dû l'avoir pour nous confirmer que les journées portes ouvertes sur la presse et la communication auront bel et bien lieu cette semaine. Uriel Enyang, vous publiez un petit article dans vos colonnes sur les JPO. Donc, nous pouvons avoir par vous la confirmation que les JPO s'ouvrent effectivement à Sokoré en milieu de semaine. Oui, nous avons la confirmation de la part du président de CONAP en la personne de monsieur Chanyao Arimiao. Il a tenu une conférence de presse la semaine passée pour convier tous les confrères à participer massivement à ces journées portes ouvertes qui auront lieu à Sokodé les 28, 29 et 30 novembre de ce mois, donc le mercredi, jeudi et vendredi. Ces journées portes ouvertes, comme lui-même il a l'habitude de le dire, c'est une opportunité pour tous les journalistes de se fraterniser, d'être aussi en communion avec la population qui nous lit, qui nous écoute et qui ne nous voit jamais. C'est l'occasion d'échanger avec tout le monde et main dans la main d'avancer pour un Togo meilleur. Donc, pour dire que les journées portes ouvertes auront bel et bien lieu, le CONAP a mis tous les moyens en place. Et on connaît les efforts que fournissent le bureau de cette association depuis qu'ils ont pris fonction.
Et c'est l'occasion aussi pour nous qui sommes ici d'inviter tous les confrères à se mobiliser, d'inviter aussi les autorités à se mobiliser, la population de Sokodé et la population de toute la région centrale qu'on connaît très bien, qui aime lire, qui aime les médias, de se mobiliser aussi pour échanger vivement avec les journalistes. Je rappelle que à Sokodé se trouve Radio Centrale FM qui relaie le club de la presse au jour le jour. Sokodé donc qui accueille ces journées portes ouvertes 3 jours avec la presse et la communication qui se diversifie, qui s'ouvre sur le Togo. Cette année c'est Sokodé et le préfet de Tchaoudjo, mais sûrement que d'autres préfectures et localités vont accueillir cette manifestation. Et effectivement, comme je le disais, le président du CONAP, Arimiao Tchanyao, se prononce sur les JPO dans les colonnes de Méga Info à la page 6. Au menu, à l'Irmour Tchakala, il y aura des conférences débats, des tables rondes, des expositions, mais également des émissions qui seront délocalisées. Et nous sommes sûrs à 75% que le club de la presse va se délocaliser un jour de cette semaine à Sokodé. Oui, je crois que c'est un tout coquet programme qui a été concocté par le bureau du CONAP. Vous savez, depuis que ce bureau a été mis en place, ils font tout pour donner une certaine envergure à tout ce qui relève des médias dans notre pays. Les premières, deuxième, troisième et quatrième journées, c'était à Lomé ici. Donc, il y a lieu de délocaliser pour que les populations de l'intérieur du pays puissent s'imprégner des réalités que nous vivons, des réalités qu'ils vivent là-bas, mais dont elles n'ont pas la chance de toucher du doigt. Donc, c'est une première. Et je crois que avec ce bureau, on connaîtra encore d'autres journées portes ouvertes qui seront délocalisées, peut-être, pourquoi pas vers le septembre d'Apan ou Mango. Donc c'est une belle initiative et souvent nous parlons des autres, mais rarement nous parlons de nous-mêmes alors que nous aussi nous avons nos problèmes. Et ces journées portes ouvertes permettront à toutes et à tous de pouvoir voir dans quelles conditions nous travaillons, comment est-ce que les émissions sont réalisées, notamment le club de la presse. Donc les populations de l'intérieur qui, depuis la studio de Lomé, nous écoutent, pourront aujourd'hui, à partir de mardi ou mercredi, vivre en live ces émissions-là que nous produisions et qu'ils aiment tant. Donc, chapeau bas à tout le bureau du CONAP. Ils nous montrent qu'ils sont vraiment animés de très belles intentions, qu'ils veulent donner une autre aura à la presse togolaise. Donc, vivement que tous ceux-là qui veulent accompagner la presse pour qu'elle se professionnalise un peu plus, puissent donner des coudées franches au bureau du CONAP pour que ce bureau puisse porter haut le flambeau des médias au Togo. Merci à vous, Uriel Enyang de Méga Info et Aliromoru Tchakala de Courrier de la République, tout comme Didier Assogba vient de nous rejoindre. Didier, nous allons saluer les auditrices et auditeurs qui nous écoutent en direct depuis Kouvé, dans la préfecture de Yoto. Oui, ça va de soi, comme un peu partout ailleurs au Togo. Les fidèles, ou on va dire ceux qui nous apprécient, ceux qui aiment être à la une de l'actualité, restent câblés à chaque moment que les médias ont à offrir ce genre d'émissions. Nous les saluons, tous ceux qui sont à l'écoute et qui nous connaissent et qui ne nous connaissent pas, évidemment. Et comme le club, les journées portes ouvertes se délocalisent dans le Togo profond, peut-être que une année prochaine, Kouvé va accueillir ces journées portes ouvertes. Ce sera l'occasion d'organiser une course à vélo. Ouais, c'est notre souhait. Ce serait également l'occasion pour les confrères de faire du sport. On sait qu'on n'en a pas l'habitude. On sait que plusieurs n'ont pas le temps de le faire. Une course à vélo, pourquoi pas? C'est du sport. Rappelez que à Kouvé, des fois, les vélos, les bicyclettes remplacent les ambulances pour transporter les femmes enceintes à l'hôpital. Suivez mon regard, Didier Assogba. Ce sont nos réalités togolaises et on fait avec. Merci beaucoup. Alors, cette bonne humeur pour enchaîner avec la pensée du jour. Cette année, c'est plutôt aujourd'hui, c'est Clément Stone qui écrit ou bien qui nous enseigne que les vraies valeurs de la vie
sont cachées dans le cœur et dans l'esprit des hommes. Les vraies valeurs de la vie sont cachées dans le cœur et dans l'esprit des hommes, comme dans le cœur également des femmes, notamment la charmante dame derrière les studios là-bas comprendra que les vraies valeurs ne sont pas seulement inscrites dans le cœur et dans la pensée des hommes, mais aussi des femmes, n'est-ce pas, madame? Eh bien, voilà, nous pouvons partir pour une émission vraiment inclusive. Nous allons commencer avec les journalistes, nous enchaînons avec les journalistes. Nous sommes sollicités au jour le jour et nous le serons davantage dans ce processus qui va vers sa dernière ligne droite. Mais cette semaine que nous trouvons pour le thème sociopolitique que le Togo se trouve dans un paradoxe. Pendant que le gouvernement met le cap sur les élections législatives fixées au 20 décembre prochain, la coalition annonce et rappelle à qui veut l'entendre que la coalition repart à l'assaut des rues. Eh bien, Tchakala, pendant que le processus électoral va vers sa dernière ligne droite et pendant que la coalition s'annonce de nouveau dans la rue, la presse est plus que jamais interpellée dans l'un ou dans l'autre sens. C'est ainsi que le vendredi dernier, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, s'est retrouvée avec les organisations professionnelles des médias pour signer le code de bonne conduite du journaliste. Ce code que nous sommes, nous les hommes et femmes des médias, ce code que nous sommes invités à respecter pour une couverture professionnelle et autant que possible neutre et équilibrée de ce contexte à paradoxe que nous connaissons. Oui, pendant des moments d'élection, la presse togolaise est très sollicitée. Et vous verrez qu'au niveau de certains états-majors de partis politiques, au niveau de certaines institutions de la République, donc les médias sont au cœur de leurs préoccupations. Comment est-ce que les médias doivent les accompagner pour que ce processus-là se fasse sans heurts? Donc, je crois que la dynamique, elle prévaut un peu partout. Mais ce qui est un peu désobligeant dans cet élan, c'est le fait de penser que la presse, elle est porteuse de l'apocalypse, d'une certaine apocalypse qui pourrait s'abattre sur le Togo. Nous jouons à fond notre partition, nous l'avons toujours fait et nous voulons le meilleur pour notre pays. Mais quand au niveau de certains, on essaie de mettre certaines bêtises au devant et on appelle les médias à jouer leur partition, je dis mais il va falloir quand même que les gens se disciplinent d'abord. Au niveau des partis politiques, il faudrait qu'il y ait une certaine discipline. Il faudrait que les gens disent que non, nous ne sommes qu'une partie d'un tout qu'est le Togo. Il faudrait que nous mettions le Togo au-dessus de toutes nos petites préoccupations. Donc, quand certains viennent à mettre leur ego au-dessus de certaines réalités et qu'on appelle la presse à jouer à fond sa partition pour un apaisement, pour une embellie, là, je crois que on demande trop à cette presse. La presse n'a jamais joué au pyromane. La presse a toujours appelé à ce que tous les bords politiques s'entendent pour un meilleur du processus électoral. Mais quand les dés sont pipés à un certain niveau, quand on a tenté par une certaine indiscipline de surchauffer certains bords à blanc et que maintenant on appelle la presse à jouer aux sapeurs-pompiers, je dis que non, ça ne fait pas du tout sérieux. Il faut quand même que toute la classe politique se comporte mieux et la presse aussi va les accompagner pour que le processus se passe dans des conditions les plus décentes et les plus inclusives. Merci. Ce code de bonne conduite est désormais une tradition que nous connaissons depuis de nombreuses années à la veille de chaque échéance électorale législative ou présidentielle. La HAC signe avec le monde de la presse ce code de bonne conduite. C'est ainsi que les journalistes ont encore signé ce code de bonne conduite qui nous invite à une couverture professionnelle et équilibrée du processus électoral. Nous allons le faire, mais Didier Assogba, mais nous savons également que aussi au Togo, il y a d'autres Togolais qui s'inscrivent en faux contre ce processus électoral, notamment la coalition qui conteste jusqu'à l'organisation, tout en couvrant
le processus électoral, mais la presse devra également couvrir les manifestants de ceux qui disent qu'ils vont s'opposer, voire qu'ils vont empêcher par tout moyen ce processus électoral. Moi, je suis jeune dans la presse togolaise, mais je crois qu'elle se bat et qu'elle a l'habitude de faire ce qu'elle peut faire. La presse togolaise, comme j'ai l'habitude de dire, fait le journalisme de ses moyens, puisqu'on décide de ne pas lui accorder les moyens qu'il faut pour se professionnaliser. Elle fait ce qu'elle peut. À chaque échéance électorale, on a vu les journalistes togolais se battre des fois contre eux-mêmes pour servir une information équilibrée. Du moins, dans le privé, on a toujours assisté à cet équilibre-là de l'information. On couvre presque toutes les chapelles politiques, mais le contexte actuel reste particulier. On voit que d'un côté, le pouvoir organise. Le pouvoir et ses institutions donc organisent les élections législatives donc annoncées pour le 20 décembre. De l'autre côté, il y a l'opposition, ou du moins c'est la coalition des 14 partis politiques qui appelle au boycott et donc vient même d'annoncer une nouvelle série de manifestations. La presse ne peut pas parler seulement des élections sans parler des manifestations. L'équilibre, on l'assurera, mais que des gens ne soient pas surpris que des fois, s'il n'y a rien à dire sur les élections, on ne fera que parler des manifestations. C'est ce qui sera vraiment dommage. On aimerait que ces élections soient organisées dans un climat apaisé, dans un climat de consensus, pour que quand la presse va faire son travail, on sente réellement que cette presse-là, elle est responsable. Mais là, actuellement, je crois qu'on ne laisse pas le choix à plusieurs médias, parce que si vous voulez être à la une de l'actualité, servir l'info actuelle, proche aux auditeurs, aux téléspectateurs ou encore aux lecteurs, vous êtes obligé d'être partout à la fois, ce qui risque de noyer l'information électorale même. Voilà, nous allons couvrir le processus électoral. Nous avons commencé à le faire depuis, ici au Club de la Presse, au jour le jour. Nous présentons le processus palier par palier, chapitre par chapitre, évolution, les dernières évolutions. Nous en parlons, mais nous allons également en parler de ces Togolais qui contextent l'organisation de ces élections, notamment la coalition qui vient d'annoncer, Didier le disait, 4 jours de manifestation qui commencent jeudi prochain et qui continue jusqu'au 4 décembre prochain. Ce jour, 4 décembre, qui verra également la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre. Eh bien, nous serons sur tous les fronts. Uriel Enyang. C'est pratiquement une cacophonie, mais je voudrais me prononcer d'abord sur le code de bonne conduite du journaliste togolais qui a été signé le vendredi dernier. Moi, pour ma part, je pense que c'est d'abord une bonne chose. Bon, sauf que actuellement, nous ne connaissons pas encore le contenu de ce code. Parce vous devriez. Oui, c'est depuis vendredi que vos organisations de presse ont signé ce code de bonne conduite. Il revient au président des associations, à ces patrons-là, de les multiplier pour nous, parce que c'est eux qui ont signé, c'est eux qui ont pris les tabliers, ils sont partis avec. Nous, on ne sait pas, on l'aura dans quelle version numérique ou document physique, papier, on ne sait pas encore. C'est à eux de multiplier, il leur revient de multiplier ça pour nous. Ils sont là, c'est leur travail. Quand on t'appelle président d'une association des journalistes, je pense que c'est l'opportunité. Merci déjà. Eh bien, si on était à la télé, vous verrez que Modeste Messan-Voussouake, DG de Canal FM et président de l'Uratel, vient de nous apporter ou bien vient de remettre en main propre à Uriel Enyang une copie bien encadrée du nouveau code de la voilà, du code de bonne conduite. Ça c'est un bon signe, c'est un très bon signe. Je pense qu'ils vont multiplier ça pour nous, pour que nous nous approprions le contenu avant de voir ce qui relève des autres partis dans le processus de cette élection qui s'annonce. Je pense aussi que c'est une étape du processus. Nous, on a pris connaissance
on va prendre connaissance du contenu de ce code. Alors, je suis certain et persuadé que l'institution chargée d'organiser les élections va aussi former les candidats. Ils vont aussi former tous les acteurs impliqués dans le processus. Je suis certain, ils ne vont pas s'arrêter aux journalistes. Et ce code, j'ose croire, nous protège et nous amène aussi à mieux faire notre travail. Donc, ce n'est pas contre les journalistes selon moi, mais c'est pour notre protection plutôt. Merci. Alors cela vous avez nous ouvre posé une question concernant les manifestations qui viennent en contradiction avec le processus électoral. Moi, je dis, il faudrait quand même que les acteurs togolais jusqu'ici commencent par prendre conscience parce que les choses deviennent de plus en plus sérieuses et compliquées. Soit on va aux élections, soit on n'y va pas. Et les manifestants aussi, ils n'ont qu'à voir. J'ai échangé hier avec un confrère à qui je disais, l'opposition qui manifeste actuellement dans les rues n'est pas initiatrice ni auteur des manifestations ou du retour à la Constitution de 1992. Les auteurs même se sont cachés. Si vous n'êtes pas auteur ou initiateur de quelque chose, il faut faire extrêmement attention. Lorsque l'initiateur prend du recul, il faut vous poser la question, c'est pour quelle raison? Donc il ne faut pas patauger dans la rue, empêcher l'économie d'avancer. Il faut nous laisser avancer, après on verra. Maintenant, les formations. Je sais que, si les organisations de presse ont signé le code de bonne conduite devant la HAC le vendredi dernier, ces journalistes ont été également formés avec la société civile par la force spéciale élection 2018. Donc la force publique a eu à s'entretenir sur les journalistes et les acteurs de la société civile pour ce processus dans lequel nous sommes. Et la HAC, qu'est-ce que je dis? La CENI a aussi rencontré la presse, je crois, le vendredi. Une fois n'est pas coutume, Didier Assogba, la CENI qui a rencontré la presse au cours d'une véritable conférence de presse, occasion pour la CENI d'entretenir l'opinion publique à travers les médias sur l'organisation pratique du recensement, sur la mobilisation des citoyens, sur l'appui que la CEDEAO apporte à la CENI, sur le traitement des données, sur le dépôt des candidatures et sur le rappel du chronogramme. C'est un point complet de ces travaux que la CENI a dressé le vendredi dernier avec le reste de l'échéance. Oui, cet exercice-là a eu le mérite d'être l'occasion où les journalistes ont reçu, on va dire, en quelque sorte le bilan des opérations de recensement. On retient que plus de 3 millions de Togolais se seraient inscrits. Puisque c'est les chiffres de la CENI, on peut en parler au monde indicatif. Bon, je le dis parce que le chiffre qui est donné n'est pas encore consolidé. On attend le chiffre consolidé pour en savoir davantage. Mais la CENI a annoncé plus de 3 millions pour la première phase de recensement, puisqu'il y a eu finalement 2, et 210 000 inscrits pour la deuxième phase de recensement. La CENI qui a également fait le point sur les candidatures. On note qu'il y a eu plus de 856 candidats actuellement. Rassurez-vous, parmi tous ces candidats, il n'y en a aucun qui vient de la C14. Nous allons y arriver. Évidemment, en tant que journaliste, je peux l'affirmer, il n'y a aucun candidat qui vient de la C14. De toute façon, nous allons débattre des candidatures. Donc, voilà quelques signes. On sait qu'il y aura une phase de consolidation de ces données, notamment à l'issue du traitement qui est en train d'être fait par les experts de la CEDEAO d'ici le fin novembre, début décembre. On en saura davantage avant l'ouverture de la campagne électorale. Voilà, bref, ce qu'il faut noter de cette conférence de presse de la CENI qui confirme que les élections se tiennent véritablement le 20 décembre prochain. Pendant ce temps, d'autres pensent que ça n'aura pas lieu. On va suivre. Merci. Nous allons reparcourir donc ce que la CENI a présenté devant les médias le vendredi dernier. Le fichier électoral. Et Uriel Enyang, comme votre journal Méga Info le reprend aujourd'hui, la CENI a annoncé qu'au total, 3 41 599 Togolaises et Togolais se sont fait enrôler pour cette année 2018. La CENI est allée jusqu'à donner les détails
notamment le nombre des femmes, le nombre d'hommes et également le nombre des Togolais qui se sont fait enrôler au cours de la période de prolongation. Mais la CENI qui a quand même précisé que ces données brutes sont en cours de traitement. Alors, est-ce que la CENI également dit à quelle date exactement nous aurions le fichier assez complet des électeurs? Oui, je pense que la CENI l'a dit. Cette conférence a le mérite de nous informer de nous avoir informés sur beaucoup de points concernant le processus électoral. Non seulement nous avons eu les informations sur le recensement, on a eu aussi les informations sur la mobilisation des citoyens, le traitement des données. On a été informé suffisamment aussi sur l'appui de la CEDEAO dans cette organisation. Les experts de la CEDEAO 4, ils étaient présents, sauf qui n'ont pas pris la parole, et une consoeur avait insisté qu'ils interviennent pour nous dire comment concrètement ils accompagnent le processus électoral. Mais le président de la CENI avait dit non, ils connaissent leur mandat, ce n'est pas l'occasion pour eux de parler. Bon, tout le monde a pris bonne note. Moi, je pense mais à ce niveau-là, un détail important, oui. Du côté de la CEDEAO, c'est un total de 4 experts qui appuient la CENI, à savoir 2 experts électoraux et 2 auditeurs du fichier électoral. Oui, ce sont ces 4 experts-là qui sont dépêchés par la CEDEAO pour accompagner techniquement la CENI. Exact, c'était aussi précisé. Maintenant, moi j'ai dit, dans la mesure où ces experts-là continuent leur travail, ça veut dire qu'ils travaillent en rendant compte à l'institution qu'est la CEDEAO. Et si cette CEDEAO ne tape pas la main sur la table pour dire arrêtez le processus électoral, moi je ne vois pas encore la raison qui pousse les Togolais à réclamer l'arrêt du processus électoral. Le Togo n'est pas le seul pays à commencer à organiser les élections. Si le processus continue en temps normal, sans que la CEDEAO ne dise arrêtez, je pense qu'il serait du grand tort pour l'opposition de réclamer l'arrêt du processus et de sortir. Donc, chacun joue son rôle. Ces 4 experts sont dépêchés par la CEDEAO avec des termes de référence précis. Ils font leur travail technique. Maintenant, la décision politique sera prise par la CEDEAO. Non, la CEDEAO, la décision ne peut pas être prise comme vous le pensez par la CEDEAO. Parce que le Togo n'est pas sous tutelle de la CEDEAO, s'il vous plaît. Le Togo n'est pas sous tutelle de la CEDEAO. Le Togo est un pays indépendant, il a ses institutions, il fonctionne comme il le faut. S'il y a une procédure additionnelle qui lie tous les pays de la communauté, c'est tout à fait normal. On peut demander au Togo de se conformer à ces procédures-là pour qu'on ait une tranquillité, une stabilité politique, parce que c'est pas facile que les acteurs politiques puissent s'entendre dans la mesure où chacun lutte pour protéger son butin. Jusqu'ici, dites-moi, depuis que la lutte a commencé, bon, quelle est la part que vous réservez au projet de développement? Non, chacun lutte pour prendre le pouvoir d'abord. Après avoir pris le pouvoir, on verra si il va étaler son cahier de projet de société ou pas. C'est ce qui est dommage encore en Afrique. Lorsque ces luttes-là commencent, le peuple ne cherche même pas à connaître le cahier de projet de développement. Non, il suit bêtement, excusez-moi, entre guillemets, et lorsqu'on va commencer par constater les dégâts, c'est en ce moment les regrets tombent. C'est dommage. Le débat est ouvert, mais revenons avec méthode sur l'approche que nous avons choisie, ça va présenter les choses palier par palier. Alirou, on va finir avec vous sur le fichier électoral, sur le recensement électoral, avec ces chiffres bruts que la CENI a annoncés, à savoir, je rappelle encore une fois, 3 041 599, sous réserve que les experts continuent à travailler, à traiter ces données, mais ces chiffres bruts sont légèrement en deçà par rapport aux chiffres de 2015, mais avec plus de 3 millions de Togolais inscrits, on peut y voir que en fait, assez de Togolais sont quand même sentis concernés par le recensement électoral. Alirou. Non, jusque-là, nous travaillons sur du virtuel. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret à partir du moment où les experts cherchaient
d'épurer le fichier électoral n'ont pas encore rendu leur copie. C'est à la suite de leurs travaux que nous pourrons nous faire une idée exacte sur ceux-là qui seront appelés à voter le 20. Donc nous surfons sur le virtuel, nous n'avons rien de concret et c'est ce virtuel-là que la CENI nous expose tout le temps. Nous, on aurait souhaité quand même qu'ils nous brandissent quelque chose de définitif, quelque chose de concret sur le travail que ces experts-là auraient fait et auraient rendu une copie définitive. Donc moi je dis que c'est vrai. Et la CEDEAO est venue nous dire que il se pourrait que les élections tiennent le 20 décembre, mais nous avons nos réalités. Quand on nous fredonne une certaine souveraineté, que nous sommes indépendants, il y a des lustres, c'est cette même CEDEAO qui nous a fixé la date du 20 et on court d'après. Et si cette même CEDEAO aussi observe qu'il y a certaines choses à parfaire avant que le consensus ne se fasse, je crois que cette même CEDEAO doit chose. Vous savez, quand à un moment vous n'arrivez pas à gérer vos différends et que quelqu'un vient en recours et que vous appelez, d'ailleurs, c'est pas cette personne-là ou bien cette institution-là qui a fait une intrusion comme ça dans vos affaires personnelles et privées, mais c'est vous qui aviez appelé. Donc on se doit d'écouter ces gens-là, on se doit de se plier à tout ce que cette institution-là viendrait à vous dire de faire. Donc cette histoire de souveraineté, on clame la souveraineté rien que quand ça nous arrange et on dénie cette souveraineté quand on estime que non, cette souveraineté-là viendrait à mettre en mal certains de nos petits calculs. Donc la CEDEAO mérite mieux que ce que nous sommes en train de lui proposer. Elle est venue, elle a fait ce qu'elle peut faire, mais au nom même de cette souveraineté que certains clament, pour dire que non, l'expert chargé de la Constitution n'a pas à nous donner des injonctions à suivre. C'est au nom de cette même souveraineté que nous-mêmes, nous devrions, nous Togolais, prendre cette hauteur-là pour dire que à l'allure les choses vont, on va droit dans le mur et on va arrêter. Parce que ces gens-là, c'est vrai, il y a une norme sous-régionale à suivre. Mais quand vous constatez que le 20 décembre dont il est question, qui a été retenu, ce 20 décembre-là va nous porter plus malheur que bonheur, là, je crois qu'il faut arrêter. Sinon, ce que la CENI nous a envoyé comme travail, c'est un non-événement à partir du mois où il n'y a rien de concret. Nous surfons sur le virtuel pour aller à ce rendez-vous crucial du 20 décembre. Donc, on attend qu'on nous donne des chiffres concrets après avoir élagué le fichier électoral de tout ce que ça ne devrait pas contenir. Merci. C'est vrai que le Togo est indépendant depuis le 27 avril 1960. Mais c'est ce Togo indépendant souverain qui a quand même sollicité l'arbitrage de la CEDEAO qui a mis en place ce mécanisme de dialogue entre les acteurs politiques togolais, sanctionné par la feuille de route du 31 juillet 2018. Et c'est cette feuille de route-là qui demande à la commission de la CEDEAO de dépêcher des experts autour de la CENI pour l'encadrement technique. Voilà. Autre chapitre maintenant, c'est les candidatures qui sont déposées à la CENI pour concourir aux élections législatives du 20 décembre prochain. Au cours de sa rencontre du vendredi dernier, la CENI a rendu publique la liste les informations relatives au dossier, à savoir 140 dossiers provenant de partis politiques, de regroupements de partis politiques et d'indépendants, comme on le rappelle aujourd'hui le confrère Le Combat du Peuple. Nouvelle Opinion, ce journal nous écrit aujourd'hui que la date du 20 décembre est toujours maintenue pour les élections législatives du 20 décembre 2018 et que la liste définitive des candidats a été publiée par la Cour constitutionnelle hier. La Cour constitutionnelle qui a rendu public un communiqué officiel pour dire qu'à partir d'hier, la liste des candidatures est affichée à son siège à la cité de l'OUA et par tous autres canaux officiels. Didier Azogba. Oui, avant de parler de la Cour constitutionnelle et de son communiqué, j'aimerais dire à mon frère Uriel que nous, Togolais, dans la situation actuelle, n'avons pas besoin d'aller chercher l'eau chaude dans l'eau froide, si c'est possible. On a l'impression qu'on tente d'aller puiser là où il y a l'eau chaude et de laisser l'eau froide.
Alors que la feuille de route de la CEDEAO, on a eu dire dans ce pays que c'est intégral et qu'il faut l'appliquer intégralement. La CEDEAO est la même institution qui a commis l'expert, qui a rendu sa copie, et cette copie-là que des gens ne veulent pas voir. Mais moi, je pense que autant on tient l'expert constitutionnaliste son rapport recruté par la CEDEAO et non par les Togolais, un avant-projet de loi constitutionnelle. Évidemment. Donc, il faut tout prendre à la fois et ne pas laisser certaines choses de côté, à mon sens. Si nous voulons réellement de l'aide de la CEDEAO, nous prenons tout ce que la CEDEAO nous demande dans ce processus de mise en œuvre de la feuille de route, pour qu'enfin le Togo sorte de ce cercle vicieux dans lequel on se trouve depuis très longtemps, et qui commence par lasser tout le monde. Aujourd'hui, on a la peine de continuer à parler de cette histoire parce que il n'y a rien de nouveau. On sent que des gens ont volontairement envie de bloquer tout pour que ça ne marche pas. Moi, je pense que pour une fois, prenons tout ce que la CEDEAO nous donne, prenons tout dans un ensemble et appliquons-les pour que notre mal trouve une solution. Maintenant, par rapport... Oui, à ce niveau-là encore, à savoir les relations entre le Togo et la sous-région, notamment la CEDEAO, le confrère Liberté titre aujourd'hui la page 3, à la recherche de soutien à ces desseins obscurs. Liberté écrit que le pouvoir mène un lobbying intense dans la sous-région. Il est annoncé également, il a écrit que la semaine dernière, la majorité unie a dépêché une délégation auprès du président Muhammadu Buhari du Nigeria, même si on n'a pas tous les détails, et d'autres informations circulent que le chef de l'État aurait effectué une visite auprès de son voisin de l'Ouest, Nana Akufo-Addo, hier. Donc, tout porte à croire que au centre de toutes ces concertations rencontre la situation sociopolitique probablement. Non, ça va de toi. Oui, à un niveau, Uriel voudrait réagir à ce niveau. Oui, mais je pense que c'est du sensationnel. Ce sont des informations qui relèvent de la culture du sensationnel, parce que lorsqu'on parle à ce temps non précis, je pense que c'est une façon, c'est une légèreté dans la recherche de l'information. Si vous rentrez au fond de l'article, moi je l'ai cherché, je l'ai lu, je n'ai pas trouvé concrètement du confrère Liberté. Du confrère, je n'ai pas trouvé l'aspect lobbying du parti au pouvoir auprès de ses pairs ou bien auprès des autres leaders d'opinion de la CEDEAO. Ça, il faut reconnaître que c'est vrai, nous sommes des confrères, mais bon, quelque part, quand le sensationnel prend le dessus, on n'arrive pas concrètement à fournir l'information qu'il faut à cet temps précis. Je pense qu'il faut que lorsqu'on donne de l'information, il faut que ça soit plus précis, plus clair. Je rappelle juste, j'ai ici devant moi l'article du confrère Liberté qui écrit que le pouvoir en lobbying intense dans la sous-région. L'article dit à l'instant que le pouvoir de Lomé est manifestement gêné au point d'être obligé de mener des lobbying auprès des chefs d'État de la sous-région pour chercher des soutiens. Pour détail, une délégation conduite par le ministre d'État Barry Moussa Barké était à Niamey auprès du président nigérien Mahamadou Issoufou. Il était également à Abuja auprès de Muhammadu Buhari. Et à cela, il s'ajoute le fait, d'autres informations, que le chef de l'État lui-même était ou bien aurait été auprès du président ghanéen Nana Akufo-Addo hier. C'est des informations que nous donnons maintenant. Si quelqu'un peut infirmer ou confirmer, Alero? Non, je crois que Didier avait la parole. Bon, s'il me la cède... Non, après, je peux... Non, moi, je crois que si vous voyez quelqu'un courir, soit il court derrière quelque chose, ou bien c'est quelque chose qui le chasse, et il ne veut pas s'arrêter pour que cette chose l'attrape. C'est vrai. Pour que cette chose ne l'attrape pas. Ne l'attrape pas. Donc, non, il court pour que cette chose ne l'attrape pas. Okay. Ou bien, mais s'il s'arrête, ça finira par l'attraper. Je crois que le seul lobbying qui vaille la peine d'être fait, c'est ce lobbying-là qui va concourir à la mise en application intégrale de la feuille de route. C'est même auprès de qui nous courons à perdre le souffle, auprès de qui nous allons. Ce sont eux les parrains de cette feuille de route. Donc, c'est écrit que le Togo se doit de respecter certaines exigences pour une sortie définitive de crise. Donc, si c'est en dehors de cette feuille de route, qui est le remède qu'on nous a prescrit, certains estiment qu'ils peuvent faire d'autres lobbying
contre cette feuille de route-là, je crois que c'est peine perdue. Les gens ne sont pas aussi naïfs. Les gens ne vont pas se faire harakiri. Les gens veulent une sortie définitive de cette crise. Et le remède à nous prescrit, c'est la feuille de route. Donc, peut-être que certains sentent que cette feuille de route devient une arête en travers de leur gorge et qu'ils veulent trouver les échappatoires, les raccourcis pour se soustraire de ça. Donc je crois que aujourd'hui c'est clair et net. La feuille de route, c'est notre Bible, c'est notre Coran et personne, peu importe la force et les envies de cette personne, ne peut pas aller contre. Donc respectons cette feuille de route-là que les autres dirigeants ont estimé bien pour nous, et mieux on se portera, et mieux même le Togo se portera. Quand certains disent que non, les questions de développement ont été mises en parenthèse au profit des questions politiques, non, c'est les questions politiques malheureusement qui rythment notre vécu quotidien. Si on vient quand même à trouver suite aux questions politiques lancinantes que nous vivons depuis des lustres, je crois que il fait l'ombre d'aucun doute que les questions de développement aussi suivront le même élan que les questions politiques. Pour fermer ce chapitre de lobbying, il faut rappeler que le lobbying, comme le plaidoyer, font intégralement partie de l'action politique, de l'action diplomatique, et d'aucuns souhaitent que la coalition mène également de son côté une intense activité diplomatique pour aller expliquer sa cause au chef d'État de la sous-région. Et ce matin, je suivais même sur une antenne consoeur des gens qui appelaient, qui exhortaient la coalition à intensifier leur action diplomatique au-delà même de la CEDEAO pour que la communauté internationale soit amplement informée sur notre situation. Mais si on peut revenir aux candidatures. Avant de parler des candidatures, j'aimerais dire à ce sujet que, vous savez, le Togo ou les hommes politiques togolais ont cette manie-là de chercher toujours des appuis hors du Togo, je voudrais dire. Alors qu'il faut... Oui, tous. Voilà. Tous cherchent à avoir des appuis de l'extérieur. C'est vrai que beaucoup de choses se décident à l'extérieur, mais je crois que si on arrive à convaincre les Togolais de l'intérieur, il sera possible de pouvoir convaincre l'extérieur également. Mais j'aimerais juste dire que l'information selon laquelle le chef de l'État togolais était au Ghana hier s'est avérée. Il a effectué réellement ce déplacement-là dans le cadre donc des consultations sur l'évolution ou pas de la feuille de route telle que donnée par la CEDEAO. Les conclusions et les résolutions, je ne les ai pas. À ce niveau-là, est-ce que le service de communication de la présidence a rendu public un communiqué sur la présence? Non, pas de communiqué officiel, mais tous ceux qui savent chercher l'information et qui contacteront ce service-là, je crois qu'ils pourront avoir la confirmation de ce déplacement. Et il est dit qu'il a été là pour les consultations avec le président ghanéen dans le cadre de la feuille de route donnée par la CEDEAO. Je veux croire que ces consultations vont permettre d'apaiser davantage le climat sociopolitique pour que si élection il y a, ça soit des élections véritablement apaisées et consensuelles par la suite. Et peut-être que la présidence va sortir un communiqué par la suite pour nous éclairer. Mais véritablement, j'aurais aimé que le chef de l'État prenne davantage toutes ses responsabilités pour se mettre au-dessus de toute cette mêlée-là. Mêlée au niveau de l'opposition, comme mêlée au niveau de son propre parti politique. Il est chef d'État, qu'il prenne ses responsabilités, toutes les responsabilités possibles dans la situation actuelle où on ne voit pas véritablement le bout du tunnel, pour décision à prendre à son niveau. Et s'il prend une décision qu'il communique à ses pairs de la sous-région, je pense que la CEDEAO ne pourra que s'aligner sur ce qu'il aura décidé pour le Togo. Et je pense que ça nous aiderait chacun de nous à sortir de ce guêpier dans lequel on est actuellement. Et je pense que je reviens rapidement à ce code de bonne conduite que la HAC a signé avec le monde de la communication, mais on peut souhaiter un autre code de bonne conduite de la part des acteurs politiques, notamment le gouvernement, la présidence et même les états-majors des différents partis politiques, pour qu'ils soient plus proactifs
et informent l'opinion de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas, parce que très souvent la presse annonce des choses, des informations, mais quand ça n'arrange pas un ou l'autre, quand on nous fait des procès, mais ce serait plus simple si les différentes officines politiques pouvaient être proactives et informer à temps réel l'opinion de ce que chacun ou l'autre fait. Non, la population est malheureusement entre le marteau et l'enclume. Certaines fois, on est obligé d'aller chercher certaines informations et la spéculation est vite arrivée. Quand les voix officielles ne nous disent pas ce qu'elles font, pourquoi, par exemple, le chef de l'État a voyagé, c'est vrai, on vous dira que c'est pour les relations bilatérales et tout ça là, mais au-delà de cela, nous sommes dans une période un peu sensible et il y a des parrains de cette feuille de route. Il y a ceux-là qui nous ont aidés un temps soit peu pour que nous accordions nos violons. Mais si le chef de l'État voyage, peut-être c'est pour aller rendre compte de l'évolution de la situation. Et tenez-vous bien, la force des grands hommes, c'est de pouvoir choisir la meilleure option pour leur peuple respectif. Aujourd'hui, c'est vrai, le Togo est souverain, nous le fredonnons. C'est bien, mais au-delà de cette souveraineté voudrait que nous renforcions notre vivre ensemble en interne ici, que nous fassions tout pour que quand la dynamique que nous sommes en train de prendre, elle n'est pas porteuse d'espoir, qu'on puisse arrêter. Ça, c'est aussi la souveraineté, ça aussi, c'est la force des grands hommes. Si aujourd'hui on vient, la voix la plus autorisée que nous attendons vient à nous dire que non, mais le processus ne pourra pas être couronné par une élection, un 20. Je crois que ça aura le mérite quand même de consacrer la grandeur de celui-là qui aura arrêté ce processus-là. Donc, vivement que au niveau de tous les états-majors, on puisse s'accorder sur le juste essentiel. Ce juste essentiel, c'est d'abréger le long chemin de croix que le pays traverse, les Togolais traversent depuis. Ces réformes, elles s'imposent. C'est pas pour les beaux yeux de X ou Y. C'est pas pour mettre fin à un système et relancer un autre. Mais c'est pour l'image même de notre pays. Quand on a un programme de société qu'on veut dérouler, mais dans un climat aussi austère que le nôtre actuellement, on ne peut même pas faire des bons quantitatifs. Donc vivement quand même que cette fierté d'être Togolais habite certains corps pour que le meilleur nous soit réservé. Merci. Revenons maintenant aux candidatures telles que la CENI l'avait annoncé, l'avait rendu public la semaine dernière. Je rappelle, d'après ce que nous écrit le confrère Combat du Peuple, que la CENI a communiqué qu'au total 140 dossiers provenant de partis politiques, de regroupements de partis politiques et de listes indépendantes ont été déposés devant la CENI. Et nouvelle opinion qui nous rappelle que la Cour constitutionnelle a publié hier dimanche la liste définitive de ces listes, de ces dossiers de candidature, et à l'exception d'une liste d'indépendants, notamment du mouvement Jeunesse Consciente du Togo, dans la circonscription électorale de Golfe à Guenivé, qui a été invalidée. À part cette liste-là, toutes les listes déposées devant la CENI ont été confirmées par la Cour constitutionnelle. Et s'appuyant là-dessus, le confrère libéral nous informe que dans les starting blocks pour les élections législatives du 20 décembre prochain, il y a le NET, il y a le PDP, il y a le Parti Clé, il y a le MRC, il y a la CPP, il y a le MPDD, il y a l'UFC, UNI et 27 listes indépendantes qu'on peut consulter officiellement au siège de la Cour constitutionnelle et pas d'autres canaux officiels depuis hier. Didier Assogwa. Oui, ces listes sont disponibles et circulent même certaines fois déjà sur les réseaux sociaux et également sont affichées au niveau du siège de la Cour constitutionnelle. Je pense fondamentalement que c'est véritablement rien de nouveau. Sinon, les acteurs qui portent la plupart de ces listes, on les connaît. Au niveau du parti au pouvoir, on a vu un peu de renouvellement, mais quelques décideurs sont toujours là à la tête de certaines listes, notamment à Lomé avec Madame Meimounatou. Pour prendre cet exemple-là, au niveau de quand on prend la liste, les listes
du parti Le Net, par exemple. On voit le président de ce parti, Jerry Tama, qui est tête de liste dans la préfecture de l'Est Mono. Si on prend Jerry Tama, qui est tête de liste dans la préfecture de l'Est Mono. De l'Est Mono, pas dans le Doufelgou. Sa préfecture natale. Voilà. Ni à Lomé Golf. Ni à Lomé non plus, où il réside. Il est tête de liste dans l'Est Mono. Si vous prenez, on prend Abbas Kaboua, si je me trompe, il est tête de liste dans l'Amou. Abbas Kaboua dans l'Amou. Si je me trompe. Non, dans Dany plutôt. Dans Dany. Abbas Kaboua est tête de liste de la liste du MRC dans Dany, autant pour moi. Agbeome Kodjo tête de liste dans le Yoto, comme en 2013 déjà. Donc on a vu plusieurs partis politiques, plusieurs autres listes sur lesquelles on voit véritablement des noms de militants de partis politiques, mais des listes sur lesquelles on écrit des listes indépendantes. On continue de creuser, peut-être qu'on aura des réponses, notamment dans le Yoto, on a vu la liste d'Unenyo qui porte, sur laquelle se trouvent véritablement des militants du parti Unir, mais qui porte un nom de liste indépendante d'Unenyo. J'ai cru faire le même constat également dans le lac, dans l'AV aussi. Il y en a plein comme ça d'exemples, même dans le ZIO, plein de listes comme ça qui portent de noms de listes indépendantes, alors qu'on voit des militants et des leaders du parti au pouvoir. On cherche les explications, peut-être qu'on les aura d'ici la fin de la journée. C'est le devoir même des journalistes de se poser des questions et de venir éclairer l'opinion là-dessus. Je rappelle que les listes de candidatures déposées et validées par la Cour constitutionnelle émanent des partis comme le NET, le PDP, CLE, MRC, CPP, MPDD, le nouveau nom du parti OBU, UFC, UNI et 27 listes indépendantes. À propos même de l'UFC, le confrère Togo Matin écrit ce matin à la page 3, l'Union des forces de changement qui retourne au sens originel de la Blodé. Uriel et Nyang, voilà les listes de candidatures qui sollicitent le suffrage des Togolais. Et aujourd'hui même, je crois que c'est la HAC qui va organiser une séance de travail avec les têtes de liste pour procéder au tirage au sort de l'ordre de positionnement sur le bulletin de vote. La CENI, pardon. Donc c'est la CENI qui organise une séance de travail avec les têtes de liste pour procéder à l'ordre de positionnement sur les bulletins de vote. Muriel. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Il n'y a pas qu'un travail à faire avec les journalistes. Après les journalistes, il y aura beaucoup de choses à faire avec les acteurs politiques. Mais moi, je dis toujours jusqu'ici, je ne trouve aucun problème parce que même à 1 heure des élections, la CEDEAO, si elle trouve que les choses ne sont pas normales, elle peut dire arrêtez, les élections n'auront pas lieu. Mais dans la mesure où elle ne l'a pas dit, on continue. Revenant sur les listes qui ont été réceptionnées et rendu public par la Cour constitutionnelle, moi j'ai dit rien ne m'étonne, sauf la C14 jusqu'ici n'a pas encore fait acte de dépôt de candidature. Le reste, rien ne m'étonne. Et il y a bon nombre de ces listes-là dont on ne va pas nous parler, on ne va pas nous renseigner beaucoup de choses. Nous les connaissons, le PDP de Basavi Kabara que vous connaissez bien. Entre-temps, il avait fait son one-man show en 2007 en tant que candidat indépendant et de son parti PDP dans la Bina. Il a disparu un peu, après il est revenu pour être candidat aux élections présidentielles. Ça aussi, ça n'a pas marché, il est rentré dans les tiroirs un peu, il revient. C'est de bons signes, peut-être qui s'est mieux préparé actuellement pour au moins obtenir un siège. Je ne sais pas, peut-être Didier va nous renseigner encore là où il a positionné ses candidats, surtout les têtes de liste. On verra bien. Avec le net aussi, que vous connaissez bien, Jerry Tama, l'officier
L'ex-officier. Non, il n'est pas ex-officier. Il y a longtemps que Yeri Tama a démissionné de l'armée togolaise. Mais pas démissionné, c'est une mise en disponibilité. Ce n'est pas une démission. Donc il peut toutefois retourner et reprendre ses habits. Là, il a annoncé sur une chaîne la dernière fois que lui n'a jamais abandonné ses frères de corps habillés. Il s'intéresse toujours au métier. Il peut toutefois retourner. Donc vous les connaissez. Entre-temps, ils se sont constitués en groupe centriste. On connaît l'ambition de chacun. On ne va pas dévoiler beaucoup de choses ici. Je ne veux pas que la HAC me perde le temps pour des tiraillements inutiles là-bas. Conformez-vous au code de bonne conduite qui a été signé en votre nom. Comme ça, nous serons tous quittes. Voilà. Nous avons maintenant l'information sur les listes. On attend de voir. Le chronogramme a été annoncé par la CENI en conférence de presse le vendredi. On attend de voir le fichier dont vous parliez. Les listes électorales seront affichées le 30 novembre. On attend de voir si rien ne... Le 30 novembre, c'est, je crois, le vendredi ou bien... Oui, le vendredi, vous avez pleinement raison. Si rien n'arrête le processus, ça veut dire que même les militaires, selon le chronogramme, je crois bien, ils vont... Les forces de sécurité. Et ils vont voter avant nous. La campagne va démarrer les 4 si rien n'arrête. Il faut rappeler que c'est le code électoral qui prévoit que les forces de sécurité votent par anticipation, question d'être à leur poste pour veiller sur la sécurité le jour du scrutin et les jours suivants. On devrait faire voter aussi les journalistes pour que le jour-là, ils aient le temps pour couvrir. Ça aussi. Introduisez la demande lorsque le code électoral sera révisé incessamment. Oui, tout à fait, on va le faire. Peut-être pour répondre à la demande de Urien et Yang, le PDP a déposé des listes dans la plupart, près de la moitié des préfectures, je crois. Et à Lomé commune, il y a votre cousin Kagbara Oubina Nesimelaru, donc ça doit être le fils de Bassabi. Il est deuxième sur la liste de PDP dans le Grand Lomé que porte Madame Sodi, donc Jocelyne. Donc voilà. C'est l'opportunité comme la grande opposition. Aliro Tchakala, nous connaissons la liste officielle des dossiers de partis politiques, groupements de partis politiques ou listes indépendantes qui sollicitent nos suffrages pour les élections législatives fixées encore au 20 décembre. Mais le constat est fait, la C14, dans son ensemble ou les entités prises individuellement, aucun parti politique membre de la coalition n'a déposé de candidature. On peut dire qu'en ce sens-là, la coalition est logique dans sa démarche. Cette coalition qui a appelé au boycott des recensements, donc la coalition est dans sa logique et ne dépose pas de candidature pour les élections législatives à venir. Non, c'est une constance réaffirmée par ce acte de ne pas déposer une quelconque candidature qui engagerait la C14. C'est ça aussi la force de certaines grandes structures. Quand on dit qu'on ne veut pas, on ne veut pas. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire en même temps. Donc, depuis que ce processus a été mis en branle, la C14 est en dehors d'elle. Et elle entend aller jusqu'au bout de sa logique en ne s'impliquant pas dans ce que cette CENI est en train de faire. Et ce que la C14 prend comme motif, c'est la feuille de route de la C14. Elle estime qu'on a dit que ce processus doit être inclusif, mais à partir du moment où certains trucs ont été faits en dehors de cette grande coalition, donc elle n'attend pas s'associer à mi-chemin de tout ce qui a été enclenché sous la direction du président Kodjona Kadanga. Donc c'est une constante, c'est une logique qui ne faiblit pas. Quand on a pour totem une bête, on ne boit pas son bouillon, et je crois que cette C14 est en train de respecter à la lettre ses propres consignes qu'elle s'est elle-même données. Eh bien, pour clôturer ce chapitre-là des candidatures, puisque nous les connaissons maintenant officiellement, le combat du peuple écrit aujourd'hui le scénario du pire, la C14 vers le boycott,
eh bien, on peut dire que la C14 boycotte effectivement les élections législatives fixées au 20 décembre, puisqu'elle n'a pas déposé de candidature. Et Nouvelle Opinion lui écrit la C14 boycotte et législative du 20 décembre 2018 pour le confrère Nouvelle Opinion, avec ou sans les abstentionnistes, tout est réuni pour une assemblée légale et légitime. Voilà le point que nous faisons. Pour finir, rappeler que c'est aujourd'hui que la CENI rencontre les têtes de liste pour procéder au positionnement sur les bulletins de vote. Après, la HAC également va rencontrer les mêmes têtes de liste pour le passage de leur message sur les médias publics. Nous, la presse privée, on n'a pas besoin de passage. Nous avons l'information à temps réel que nous partageons avec vous, notamment au Club de la Presse au jour le jour. 93.5 Canal FM. Dernière ligne droite de cette émission avec autour de nous le trio Uriel Enyang de Mega Info, Alero Moru Chakala de Courrier de la République, Didier Assogba du média en ligne Togo Breaking News. Nous avons annoncé que nous avons une situation à paradoxe. Pendant que le gouvernement file tout droit vers les élections législatives fixées au 20 décembre, la coalition des 14 partis politiques repart à l'assaut de la rue. L'information filtrée depuis la semaine dernière, c'est maintenant on peut dire que c'est officiel. La C14 reprend son feuilleton de plusieurs jours de manifestations et la C14 qui repart à l'assaut des rues le jeudi 29 novembre, samedi 1er décembre et puis le lundi 3 et le mardi 4. Je rappelle que c'est ce mardi 4 décembre que démarre officiellement la campagne électorale. Eh bien, à Lirou, ça va chauffer les rues dans les jours à venir. Oui, malheureusement, nous avons poussé loin notre témérité pour en arriver là. Et au soir du 31 juillet, on s'était frotté les mains disant que bon, pour une fois, et tout va se passer dans l'ordre normal des choses pour que tous les acteurs puissent s'accorder, comme ce fut le cas après l'accord politique global, où toutes les forces en présence dans le pays étaient allées aux élections législatives dans des conditions acceptables. Mais on a pensé que au soir du 31 juillet, après la feuille de route et tout ça là, on devrait vivre cette heureuse situation. Mais malheureusement, on est retombé dans nos travers avec nos contradictions. Malheureusement, c'est... L'autre dirait que nous sommes rattrapés par nos togolaiseries. Absolument. Malheureusement, on n'aurait pas souhaité en arriver là, mais puisque l'antidote qui nous a été donné, on ne veut pas l'ingurgiter à cause de nos petits calculs. C'est triste. Ça serait une campagne mouvementée. Et la C14 entendra tout faire pour quand même apporter ce grain de sable là dans la machine huilée du gouvernement. Malheureusement, on ne reste pas souhaité. Maintenant, qu'est-ce que les autres pays vont penser de nous? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Est-ce que nos acteurs politiques ont cette détermination, ont cette foi-là de sortir une fois pour de bon le Togo de sa situation qu'il vit depuis longtemps? Non. C'est ça, on tombe dans les travers. Mais tenez-vous bien, il y a une autre équation, on ne sait pas comment le gouvernement va la résoudre. C'est ces préfectures qui sont jusqu'alors en dehors de la dynamique nationale. Je veux parler de Mango, je veux parler de Bafilo, je veux parler de Sokodé.
où il règne une autre atmosphère là-bas, dans cette ambiance-là. Comment est-ce que les gens vont battre campagne? Comment est-ce que les gens iront au contact de la foule pour leur proposer leur programme de société? Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas encore parfait, mais on tient à y aller. Donc, vivement que bon. Merci de nous rappeler que jusqu'à ce jour, le gouvernement ne permet pas à la coalition de mener ses activités politiques, notamment les marches et meetings dans la préfecture d'Assoli, de Loti et de Tchaoudjo. Maintenant que la campagne électorale va commencer officiellement le 4 décembre, quelles sont les dispositions qui seront prises? Nous sommes intéressés, mais déjà, le journaliste que je suis tout excité quand nous irons délocaliser le club de la presse à Sokoré cette semaine. Ce sera l'occasion de prendre le pouls journalistique de la ville de Sokoré avec ce que nous apprendrons et que nous vous communiquerons. Oui, Uriel Ignan? Non, quand vous citez les zones inaccessibles à l'opposition, je voudrais bien que vous citiez aussi la COSA. Ok, merci de compléter la liste. Vous savez, c'est pas une bonne chose quand même dans un pays démocratique, puisque nous devons être objectifs dans nos analyses. Dans un pays démocratique, lorsqu'on est sûr de soi-même, il faut permettre à tout le monde d'aller s'exprimer là où besoin se fait sentir pour faire valoir ces projets, pour gagner la confiance de la population. Je ne sais pas pour quelle raison jusqu'ici on empêche l'opposition, si c'est vérifié, de mener ses actions dans Tchaoudjo, dans Assoli, à Mango, dans la Kosa. Moi je trouve quand même que ce n'est pas du tout normal, parce qu'il se pourrait qu'un jour je sois politicien, que je mène mes actions. Je ne suis pas en train de me voir être empêché de mener mes actions dans Tchaoudjo, dans Assoli ou dans Bafilo. Ou dans la Bina. Ou dans la Bina, pire encore, je vais les dénoncer sur tous les toits. Ça, c'est pas bien. Si vous êtes sûr de vous-même, laissez tout le monde aller se prononcer partout où il en a besoin, et vous allez vous mesurer dans les urnes. Autre chose encore, si les manifestations doivent tenir, peut-être ces communiqués, moi je les ai lus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si le ministre de l'administration territoriale a déjà validé. S'il a validé, ça veut dire que il y aura du pain vraiment sur la planche à partir du 4 surtout, dans la mesure où, comme vous l'avez annoncé, les campagnes électorales vont commencer à partir du 4, coïncider avec les marches. Je pense que ça fera du bien aux vendeurs des chaussures, parce que les chaussures vont vite finir maintenant. Au même moment on marche, au même moment on bat les campagnes. Il faut que chacun de nous devienne commerçant des chaussures pour qu'on puisse beaucoup d'autant plus que la tension risque de monter. Vous rappelez le dernier message audio en date du président du PNP, notre ami Tikpi Achadam, qui annonçait des manifestations monstres. C'est le terme qu'il utilisait dans son dernier message audio. Et au cours de la réunion hebdomadaire du PNP samedi dernier, son conseiller, M. Tchatikpi, annonçait un déluge également. Alors, si l'un et l'autre, Tikpi Achadam, Ouro Tchatikpi et la coalition dans son ensemble, s'ils tiennent leur parole, c'est des manifestations qui vont se dérouler simultanément dans plusieurs villes du Togo au même jour, aux mêmes dates. Uriel Enyang voyait déjà beaucoup de travail d'encadrement pour les forces de sécurité, et surtout que, comme le libéral le reprend dans son éditorial, la rue pour dire non au processus électoral, et pour le libéral c'est un jeu dangereux de la part de la C14. Mais Uriel Enyang, la situation, si la coalition tient sa parole de manifestations monstres dans plusieurs villes en même temps, les mêmes jours et les mêmes heures, pendant que la force publique doit également encadrer la campagne électorale, ça risque de chauffer. Bien sûr, nous les journalistes, nous aurons du travail, mais ça risque de chauffer dans nos rues. Je reste fondamentalement convaincu. Là, je précise que c'est Didier qui parle. C'est pas Uriel qui parle. Didier Assoba. Je reste fondamentalement convaincu qu'il y a moyen d'éviter tout cela. Il y a encore moyen. La semaine là que nous venons d'entamer est une semaine décisive. Il y a moyen et il y a possibilité d'éviter tout cela. Et ce que moi je crains, c'est qu'on arrive au 4 décembre prochain et que la coalition et les partis membres
tiennent des manifestations annoncées monstres. Quoi qu'on dise, il y aura des gens dans la rue. Et que les partis politiques et les indépendants, tout ce qu'on venait de citer, soient en train de battre campagne sur le terrain. Est-ce qu'on imagine ce travail qu'on demande à nos forces de l'ordre et de sécurité? Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, même si on dit qu'il y a une forte sécurité des élections de 2018 Fosé qui a été formée, qui s'est préparée pour assumer tout cela? Je ne pense pas que dans le contexte actuel, déjà que les simples manifestations de la coalition demandaient encore plus de forces de l'ordre et de sécurité, au point qu'on faisait appel à l'armée qui venait en appui. Je ne veux pas encore craindre le pire pour le Togo, parce que je reste fondamentalement convaincu que les dirigeants du Togo et les acteurs politiques sauront se concerter davantage, sauront se comprendre d'ici le début de la semaine prochaine, pour qu'on essaie d'éviter au maximum ce qui se projette à l'horizon. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de qui que ce soit. J'avais déjà dit dans ce studio que le Togo ne gagnerait rien à ce que une partie organise des élections contre une autre partie, ou qu'une partie boycotte les élections juste pour les boycotter. Le Togo, tel que nous le voulons, ne gagnerait rien à ce jeu. Il faut à ce jour que ceux qui viennent nous aider également prennent leur responsabilité. Et je l'ai déjà dit dans ce studio, que le chef de l'État surtout se mette au-dessus de la mêlée, parce que je sais qu'il peut le faire. S'il veut, il le fera. L'électricité dans l'air. Ce matin, vous avez sans doute écouté, tout comme moi, madame, la coordonnatrice de la coalition des 14 sur les antennes de Radio Victoire, qui disait que la coalition va empêcher les élections législatives par tous les moyens. Et vous rappelez également les propos du ministre de la Sécurité, le général Yark, qui mettait en garde la semaine dernière quiconque serait tenté par une certaine velléité d'empêcher les élections à venir. Nous ne le souhaitons pas, nous ne voulons pas non plus jouer à Cassandre et professer de mauvaises nouvelles, mais les jours à venir risquent de faire briller des étincelles, si tant est que les uns les autres tiennent leur position. Oui, ces positions semblent inflexibles de part et d'autre. Et ce qui fait redouter le pire, c'est qu'il n'y a pas cette passerelle-là entre les deux grands bords politiques. Depuis quelque temps, le dialogue est rompu entre les deux entités. Ces deux entités ne se retrouvent pas pour discuter entre elles. Il y a ce climat de confiance. Vous comprenez un peu, non? C'est ça qui fait craindre le pire, à partir du moment où les positions sont tranchées. Et que déjà, la C14 a commencé déjà la mobilisation avec le partage des tracts. Hier, c'était devant certaines grandes églises où ils sont allés passer le message à certains fidèles qui sont en même temps des militants. Et quand le ministre de la Sécurité aussi vient à mettre du sien, on a vu ce que cela avait engendré un 19 août passé, où on a voulu intimider, où on a voulu tenir des propos désobligeants, et bon, ce qui devrait arriver est finalement arrivé. Nous ne voulons pas que ce soit comme ça. Nous osons croire que le pouvoir, qui est dans ce cas plus responsable que les autres entités, prendra cette hauteur requise-là. On n'organise pas une élection par défi ou par dépit, non. On organise une élection pour renouveler une certaine classe politique, pour peut-être doter le pays de certaines institutions. Mais quand c'est par défi, on dit que non, ceux-ci disent que non, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous allons leur démontrer que nous pouvons le faire. Là, ça fausse un peu la donne. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Arrêtons pendant que le temps s'y prête encore. Et le législateur a tout prévu. C'est vrai, la mandature actuelle devrait finir depuis août passé. Mais si nous sommes encore là, c'est que le législateur a prévu ces imprévus-là qui devraient survenir. Donc, on peut se donner encore du temps. Le pouvoir n'aura pas perdu. L'opposition aussi n'aura pas gagné. Mais c'est le Togo qui aura grandi, si tant est que, bon, on se donne cette hauteur-là de pouvoir rapprocher autant que faire se peut les points de vue pour aller à ce scrutin de façon apaisée. Et la coalition n'ont pas seulement à découdre sur le terrain des élections législatives, mais un autre sujet qui sème la pomme de discorde, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles.
J'ai plus besoin de vous faire le tableau, sinon que le confrère Le Libéral écrit nous avons une semaine marathon en perspective pour les députés. Le Libéral écrit que le gouvernement a un grand défi à relever, celui de parvenir à des réformes avant la tenue des législatives prévues pour le 20 décembre prochain. Le temps avance, l'étau se resserre et on se demande si le gouvernement tiendra sa parole. Voilà une autre paire de manches de nos incompréhensions. Uriel. Ah oui, c'est quand même compliqué, mais je dis, si le projet de loi des réformes constitutionnelles et institutionnelles a été adopté par le gouvernement et déposé sur la table de l'Assemblée nationale la dernière fois, c'est pourquoi nous avions titré qu'il y a un référendum qui plane dans le ciel togolais, mais il faut que ce projet-là soit étudié par l'Assemblée nationale s'il n'arrive pas à être voté parce que le parti majoritaire n'a pas obtenu la caution de l'opposition pour obtenir les 4/5, là automatiquement le peuple se dirige vers un référendum. Sauf que les députés ont été invités, notamment dans la commission de loi, sur le projet de loi, et les députés de l'opposition ont dit qu'ils ne veulent pas débattre du projet de loi du gouvernement, mais plutôt de la proposition de l'avant-projet de loi que l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO a envoyé à qui de droit. Voilà, les députés n'arrivent pas à s'accorder sur quel texte devrait faire l'objet de leur rencontre, et on en est là. C'est là aussi que les choses deviennent de plus en plus compliquées, dans la mesure où ça se passe ainsi, mais vous n'entendez pas la CEDEAO parler, vous n'entendez pas les experts se prononcer. Alors, dans ce sens, le pouvoir continue, ça marche. Si la loi n'arrive pas à être votée, croyez-moi, nous irons au référendum. On ira au référendum. Avant ou après le 20 décembre. Avant ou après, la nature va décider, parce que le temps... Maintenant, vous appelez l'arbitrage de la nature. Pour vous dire que les jours qui nous séparent de la date du 20, décembre. Du 20 décembre 2018, ne sont pas encore, ne sont plus des jours d'une année ou de 2 ans ou de 6 mois. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 26 novembre. C'est moins d'un mois avant le 20 décembre. Donc, pour dire, la nature va décider pour dire que selon la procédure, on sera obligé de repousser les élections si on doit suivre normalement la procédure. Voilà. C'est juste pour rappeler à Uriel que sur ce point précis des réformes constitutionnelles à l'Assemblée nationale, la CEDEAO a réagi. Il y a un récent communiqué de la CEDEAO qui a dit que le rapport tel que fourni par l'expert, la CEDEAO trouve ce rapport conforme avec les décisions du 31 juillet adoptées à Lomé, également avec les termes de référence qu'on avait donnés à l'expert. Donc, sur ce point, au moins, la CEDEAO a parlé. Je ne vois pas pourquoi on hésite encore. Moi, j'aurais aimé, je l'ai dit, si nous aimons le Togo, c'est maintenant qu'on aurait dû le prouver en aidant la CEDEAO à réussir sa mission ici. J'ai l'impression que des deux côtés, on ne veut pas que la CEDEAO réussisse ici. Et la CEDEAO a mauvaise presse déjà au Togo. On veut qu'elle continue d'avoir cette mauvaise presse-là. Et personne ici, alors la personne veut aider la CEDEAO à réussir, parce que sur ce point au moins des réformes, où pour une fois la coalition dit qu'elle est d'accord avec le test, c'est maintenant on voit les atermoiements. Mais les acteurs politiques quand même qui maintiennent le cap avec la CEDEAO, encore une fois, cette visite que le chef de l'État Faure Gnassingbé a opéré auprès de son voisin de l'Ouest, donc qui se trouve co-facilitateur. Et ce matin, vous avez suivi tout comme moi la coordinatrice de la C14 qui nous a informé que la coalition a écrit à la CEDEAO, je suppose, au chef d'État facilitateur. Eh bien, comme Uriel appelait la nature au secours, peut-être qu'un miracle pourra se produire courant la semaine. Oui. Bon. Les togolaiseries, certaines fois, ça fait toujours mal, hein, ça fait mal au cœur. Ceux qui piquent déjà des AVC, ils sont nombreux. Ceux-là qui perdent sommeil, appétit par rapport aux cas togolais aussi, se comptent par plusieurs milliers. Mais ce qui est un peu curieux dans le cas togolais, c'est que depuis le 20 août 2006, où il est prescrit que le Togo opère des réformes,
On n'a pas pu le faire. Vous faites référence à la l'accord politique globale. On n'a pas pu le faire. La CVJR est venue. Le HCROUN, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour que nous puissions opérer on n'a pas pu faire ça. Et maintenant que la CEDEAO, comme un expert, pour le faire de façon impartiale, on trouve aussi que la mouture actuelle livrée par cet expert-là n'agrée pas certains. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire que le problème du Togo, c'est les réformes. On veut tailler les réformes sur mesure pour faire plaisir peut-être à un groupe au détriment d'un autre. Sinon, pourquoi le travail de l'expert doit être rejeté par certains? Autant le conduire comme ça. S'il y a peut-être des ingrédients à apporter pour consolider le travail fait par l'expert, je crois que c'est la voie de la sagesse. Il faut le faire ainsi. Vous ne vous accordez pas depuis plus de 12 ans sur un travail à faire. Maintenant qu'on trouve quelqu'un qui le fait pour vous, vous dites que non, vous êtes indépendant, que la Constitution, c'est votre Bible et que vous n'entendez pas vous la faire imposer par quelqu'un qui donne que ce soit là. Je crois que la mauvaise foi est à la taille du Kilimandjaro. Merci. Dans ce cas-là. On va devoir arrêter là pour aujourd'hui. Rappelez quand même qu'il n'y a pas que la politique dans nos journaux. Je vois par exemple à la une de Méga Info, je prends comme ça à tout hasard, Méga Info qui nous parle de la route au premier plan du développement. On parle tellement de la politique qu'on oublie de parler de la route, alors que le week-end dernier, j'ai dû aller à Haouti pour un enterrement. Ne me demandez pas de vous parler de la route, même si les travaux semblent quand même commencer. Mais vous nous parlez aussi des élèves de Lomé qui ont été formés aux valeurs de la paix. Les Togolais de demain qui rimeront mieux en paix, qui rimeront mieux avec la paix que leurs parents. Uriel. Oui, bon, vous savez, c'est une campagne de sensibilisation et de formation des élèves sur les valeurs de la paix, comme vous venez de le dire. Il faut vraiment, par rapport à ce que nous vivons actuellement, il faut dire que nous avons raté beaucoup de choses dans notre enfance. Si nous avions eu la chance de nous approprier de ces notions de la non-violence, de la culture de la paix, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de comportements seraient loin de nous. Donc, cette campagne qui a chuté le vendredi au lycée de Tokoin a eu le mérite aussi d'avoir mis en place les clubs de paix dans les établissements de Lomé. Je suis certain aussi, j'ose croire que cette initiative ira très loin à l'intérieur du pays pour que, après nous, qu'on ne parle pas des hommes violents au Togo, qu'on ne parle pas de comportements bizarres au Togo, qu'on ne parle pas de la violence en milieu scolaire dans les services, que le Togo soit une référence en termes de comportement. Merci. Nous finissons sur cette note un peu optimiste, surtout positive. Souhaitons que les Togolais de demain réfléchissent et agissent de façon plus inclusive que ce que nous, la génération de leurs parents, nous leur montrons aujourd'hui. Nous finissons maintenant sur vos cartons du jour. Didier Assogba. Moi, j'ai pas de carton. Vous passez. Aliro Moru Tchakala. Carton rouge sang à un proviseur et à son censeur d'un lycée public d'Agbalpedo, qui se trouve à Agbalpedo, qui se permettent tous les excès. Le proviseur qui ferme pour toute l'année une classe parce que les élèves auraient bavardé dans cette classe. Et le censeur, le petit censeur, se donne ce luxe-là de gifler ses enfants comme si c'était ses domestiques, et certains enfants même tombent et perdent connaissance. Donc, il y a des choses qui se passent. Je crois qu'on doit fouiner du côté de ce lycée public de ce soutien quelque part vers Agbalpedo, où il y a de ces excès-là. Ils se comportent en contremaîtres coloniaux, alors que nous ne sommes pas encore en période coloniale, nous sommes indépendants et on se doit de respecter les élèves, on ne doit pas leur infliger ces sentiments, ces châtiments-là. Merci. Donc vous rappelez que ce lycée d'Agoé se trouve dans un Togo indépendant et souverain. Absolument. Merci beaucoup. Uriel Aignan, votre carton. Moi, je donne un carton vert à tous les conducteurs de véhicules
qui se comportent bien au niveau des postes de péage, qui arrivent, qui paient leurs taxes sans donner de gros billets pour des petits montants, carton vert à eux, et qui soient des modèles pour les autres. Merci. Ensemble, vous, Uriel, Aliro, Didier, moi-même, les techniciens, Vitogbe et Gérald et tout Canal FM, nous adressons un carton de confraternité à notre ami et confrère Dimas Dikodo, dont le véhicule a fait un accident hier. Cet accident qui se répand sur les réseaux sociaux. Nous voudrions seulement assurer Dimas Dikodo de notre amitié en toute confraternité. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui, mais le club vous retrouve demain mardi à 11h. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.